Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on explore la volonté et l'intention. Un sujet fascinant. Oui, absolument. On a regardé un peu partout, chic, neurosciences, philo, psycho, sociaux et même les traditions spirituelles, pour essayer de comprendre ce qui nous fait agir, vraiment. C'est ça. L'idée, c'est d'aller voir derrière ce sentiment qu'on a de choisir librement. Quels sont les mécanismes complexes en jeu? Est-ce que notre cerveau décide avant nous? C'est une question profonde, en effet. Pas juste si on choisit, mais plutôt comment ce choix émerge. Quels facteurs, souvent invisibles, le façonnent. D'accord. On va naviguer un peu entre cette notion de libre arbitre et puis les différents déterminismes que la recherche met en avant. Ok, alors plongeons direct là-dedans. Commençons par les neurosciences. Il y a cette fameuse expérience de Benjamin Libet dans les années 80. Ah oui, Libé. Il a montré ce qu'il appelle le potentiel de préparation. En gros, c'est une activité électrique dans le cerveau. C'est ça. Et le truc, c'est qu'elle démarre à peu près 350 millisecondes avant qu'on ait conscience de vouloir bouger. Oui. Avant, la sensation subjective de décider. Et apparemment, des études plus récentes, avec l'IRM fonctionnel, Oui, celle de Haynes, par exemple. elles suggèrent qu'on pourrait même prédire une action simple plusieurs secondes avant. Bon, avec une fiabilité limitée, genre 60%, mais quand même. Tout à fait. Ça donne l'impression que le cerveau initie l'action bien avant que le moi conscient n'entre en jeu. C'est ça qui est troublant. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Libet lui-même, il a nuancé ça. Ah bon? Oui, avec son idée de vépotentiant. Il pensait qu'il y aurait une toute petite fenêtre juste avant l'action de 100 à 150 millisecondes, Mhm. où la conscience pourrait en quelque sorte bloquer l'action déjà initiée par le cerveau. D'accord. Donc, pas initiatrice, mais plutôt une sorte de contrôle final. Voilà, une sorte de régulatrice, liée sans doute au cortex préfrontal. Mais il y a des critiques importantes. Lesquels? Ces expériences, elles portent sur des mouvements très simples, quasi arbitraires. Lever un doigt, par exemple. Oui, pas une décision de vie, quoi. Exactement. Et certaines études montrent que pour des décisions plus complexes, plus délibérées, ce potentiel de préparation, il serait absent. Donc la question reste ouverte. Philosophiquement, ça résonne avec Spinoza, non? Lui qui disait que le libre arbitre, c'est une illusion? Tout à fait. Qu'on se croit libre juste parce qu'on ignore les vraies causes qui nous poussent à agir. C'est une bonne analogie, oui. L'ignorance des causes réelles de nos désirs et des actions. Et puis, à l'opposé total, on a Kant. Ah oui, quand? Pour qui la liberté, c'est un postulat nécessaire. Indispensable pour la morale. Son fameux « tu dois, donc tu peux ». Sans liberté de choix, pas de responsabilité morale, en gros. C'est l'idée. Donc, on voit bien cette tension entre un déterminisme où tout serait causé et une liberté qu'on affirme comme fondement de l'éthique. Et ça se complique encore si on regarde du côté de la psychologie. Ah oui, là aussi. Daniel Kahneman, il nous a bien montré avec ses deux systèmes de pensée. Le système 1, rapide, intuitif. Et bourré de biais cognitifs, Exactement. l'émotion qui prend le dessus, ou le fait de rester bloqué sur la première info qu'on reçot. L'heuristique d'affect, l'ancrage, oui. Et puis le système 2, plus lent, logique, mais, comme il dit, paresseux. Voilà. Et comme le système 2 demande de l'effort, la plupart du temps, c'est le système 1 qui est aux commandes. Ce qui explique pas mal de nos choix un peu irrationnels, parfois. Sans doute. Et il y avait aussi cette idée de la volonté comme une ressource qui s'épuise, tu sais, l'épuisement de l'ego de Baumeister. Oui, j'ai entendu parler de ça. Comme un muscle mental qui fatiguerait. C'est ça. Bon, cette théorie, elle est pas mal nuancée aujourd'hui. On pense que c'est moins une ressource finie qu'une question de fatigue mentale globale, de motivation. Ça dépend beaucoup de facteurs comme le sommeil, la nutrition. D'accord, donc notre force de volonté, elle fluctue, quoi. C'est plutôt ça, oui. Nos choix, ils sont aussi très influencés par notre environnement, non? Ah bah oui, énormément. Les normes sociales, le désir d'appartenir à un groupe, ça nous pousse souvent au conformisme. C'est clair. Et puis il y a le déterminisme social, c'est une réalité forte. L'origine socio-économique, on le voit bien en France, ça influence beaucoup les parcours. Le vocabulaire acquis, la réussite scolaire, les choix d'études. Le choix individuel, c'est presque une valeur culturelle en soi, en fait. Exactement. Très valorisé dans les cultures individualistes, comme en Occident, alors que dans des cultures plus collectivistes, on va plutôt privilégier le groupe, la consultation. C'est vrai. Et puis, il y a une chose simple, pour choisir, il faut déjà avoir le choix. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. C'est un point essentiel. Alors, les traditions spirituelles, elles proposent une autre lecture, souvent centrée sur l'intention. Oui, c'est intéressant ça. Dans le bouddhisme, par exemple, le karma, ce n'est pas un destin fixé d'avance. C'est défini par l'intention derrière l'action,
la cétana. La volition, l'impulsion mentale. C'est ça. Et la liberté, elle se trouverait dans la purification de ses intentions. C'est une perspective qui met vraiment l'intention au cœur du processus. Le stoïcisme antique disait un peu la même chose, à sa manière. Se concentrer sur ce qui dépend de nous. Voilà, nos jugements, nos réactions, nos intentions, considérées comme vertueuses, pas les événements extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise. La liberté est là, dans cette citadelle intérieure. Et on retrouve ça un peu dans le courant New Age, non? L'intention comme une force. Oui, une force énergétique active, parfois vue de façon un peu simpliste peut-être. C'est ce que j'allais dire, le développement personnel s'en empare beaucoup, mais parfois ça tombe dans le quand on veut, on peut, en oubliant tous ces déterminismes dont on a parlé. C'est le risque, oui, un volontarisme un peu naïf qui ignore les contraintes réelles et qui peut même finir par culpabiliser les gens. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne veux pas vraiment. Exactement. Mais attention, il y a aussi des approches de développement personnel beaucoup plus fines, plus éclairées. Ah ouais? Comme quoi par exemple? Des techniques qui visent justement à créer des conditions favorables pour une volonté plus consciente. La méditation de pleine conscience, par exemple, pour observer ses pensées sans jugement. La métacognition donc? C'est ça, réfléchir sur ses propres pensées. Ou des routines type Miracle Morning qui structurent le début de journée pour favoriser l'alignement sur ses objectifs, ses valeurs. D'accord. L'idée, ce n'est pas de forcer une volonté magique, mais plutôt de mieux se comprendre, de comprendre ses automatismes, pour mieux naviguer avec eux, en essayant de s'aligner sur ce qui compte vraiment pour soi. Alors, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que la volonté, ce n'est clairement pas un simple bouton on-off. Non, ça c'est sûr. Les neurosciences, elles bousculent un peu l'idée d'une conscience qui serait aux commandes dès le départ. La philo, elle, maintient ce débat crucial entre liberté et déterminisme. Oui. La psycho nous montre nos biais, nos automatismes, la socio, l'énorme poids du contexte. Donc, l'image d'une volonté toute puissante, individuelle, elle paraît quand même bien simpliste, non? Tout à fait. Elle est largement idéalisée. Le concept clé qui émerge de tout ça, ce serait peut-être celui d'une volonté éclairée. Une volonté éclairée, c'est-à-dire? Elle ne consisterait pas à agir sans cause, ça c'est probablement impossible, on est toujours influencé, mais plutôt à choisir en comprenant mieux, en étant plus conscient de la multitude de causes qui nous animent, qu'elles soient biologiques, psychologiques, sociales. D'accord, la marge de manœuvre serait dans cette prise de conscience. Exactement. C'est cette lucidité croissante qui permettrait de cultiver une intention plus alignée, plus responsable, même si on est pris dans des déterminismes. Donc, la question à se poser, ce ne serait peut-être pas tant « suis-je libre ?» Voilà. Mais plutôt comment puis-je devenir plus consciente, plus conscient des forces qui façonnent mes choix. Pour agir de manière plus intentionnelle. C'est ça. Pour tendre vers une action qui soit davantage en accord avec mes valeurs profondes, malgré toutes les influences. C'est là que se situe peut-être notre forme de liberté la plus accessible.